Je te laisse couper les micros, hein, Fabrice. Sauf ceux de Marie et de Marie-Michel. Est-ce qu'on veut commencer? On peut commencer alors. Bien. Bon, bonsoir à tous. Tout spécialement bonsoir à Marie-Michel Poncet et à Maria Gomez qui sont nos invités ce soir, on va dire. Et bonsoir à tous ceux qui reverront cette vidéo après sur Facebook ou sur YouTube. Alors, c'est notre dernière soirée pour cette année académique. Et le thème que l'on s'est donné dans ce dialogue avec Maria Gomez, justement, c'est éduquer, rééduquer le corps, mais aussi éduquer toute la personne, en fait. Et donc, comment est née cette rencontre, cette idée? C'est parce que, on peut le dire, Marie-Michel a dû faire un cours de rééducation. Elle s'est retrouvée, elle a pu faire l'expérience de quelqu'un qui avait besoin de retrouver des choses les plus simples, des mouvements les plus simples. Et dans ce travail qu'elle a dû faire, elle a rencontré Maria Gomez dans l'hôpital neurologique Sainte-Anne à Paris, où Maria Gomez est kinésithérapeute. Et l'idée nous est venue justement de comprendre un peu mieux son travail, et pas seulement d'un point de vue technique, justement, mais aussi d'un point de vue en rapport avec tout le corps humain et, en fin de compte, avec le sens de la vie aussi, en quelque sorte. Et donc, ce soir, nous aurons un dialogue entre Marie-Michel et Maria, et puis après, nous pourrons poser nos questions ou partager, en fait, aussi ce que notre expérience peut être dans ce domaine. Alors, je vous remercie encore une fois d'être avec nous, et Marie-Michel, je te donnerai la parole. Alors, pour que tu puisses dialoguer, continue le dialogue qui était né entre toi et Maria à l'hôpital, justement. Mais devant nous tous, avec nous tous. Il faut que tu ouvres ton micro. Bonsoir Maria. Et Bonsoir. alors, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'entrer un peu dans cette aventure d'aînés qui nous rassemble avec quelques amis pour un dialogue où on essaye de découvrir un peu et de partager l'expérience de quelqu'un qu'on rencontre. Alors, je voulais vous demander un peu pour commencer, pour introduire, comment est-ce que vous avez choisi de devenir kinésithérapeute? Quelle formation vous avez dû faire pour le devenir? Et s'il y avait dans votre histoire quelque chose, des circonstances qui vous ont incité à faire ce choix? Parce que c'est un choix très particulier. Alors, c'est vrai que quand j'étais à l'école, déjà, je m'intéressais beaucoup aux matières des sciences, donc déjà la biologie, la chimie. Et après au lycée, après ici c'est différent, mais en Espagne, il y a une filière, je sais pas comment on dit filière, des sciences de la santé. Et donc, je savais très vite, j'ai pas hésité, je savais que c'était ça que je voulais faire, prendre ces chemins. Et après, il y a aussi ma sœur qui est infirmière, qui a 4 ans de plus que moi, qui depuis toute petite, elle savait qu'elle voulait être infirmière. Donc, je me dis peut-être que ça a eu une influence sur moi, je sais pas. Mais aussi, après en réfléchissant, quand j'étais adulte, je me suis rendu compte que depuis toute jeune, j'étais très intéressée par les gens qui étaient
qui étaient un peu en difficulté. Et pas seulement les gens handicapés, parce que oui, bien sûr, dans ma classe ou dans mon école, il y avait des enfants qui étaient en fauteuil roulant, qui avaient des difficultés d'apprentissage ou quoi. Et donc, ces personnes-là, depuis que j'étais petite, ils attiraient mon attention. Mais non seulement les personnes voilà, qui avaient des problèmes physiques ou quoi, mais les personnes qui étaient un peu différentes, qui étaient un peu à l'écart. Donc, je me suis rendu compte de ça plus tard, parce que moi je pensais que ça arrivait à tout le monde de s'intéresser à ce genre de personnes. Mais après, en discutant avec des amis et tout ça, j'ai découvert que pas forcément. et que moi, voilà, ça attirait mon attention toujours. Ça ne veut pas dire que j'allais forcément les aider ou quoi, je ne sais pas. Hein. Mais voilà, en tout cas, il ne passait pas inaperçu pour moi. Et voilà, donc tout ça, je ne sais pas, ça fait que je me suis dirigée vers ces chemins de la kiné. Donc, j'ai fait mes études en Espagne, que j'ai fini en 2007. Et du coup, pour vous parler un peu des études aussi, donc il y a 4 ans d'études. Et après ces 4 ans, donc on étudie la kiné en général, donc qui est très, 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 très simple. Je pourrais parler de ça peut-être plus tard. Et après ça, on est prêt pour travailler n'importe où comme kiné, mais il y a les choix plus tard de se spécialiser, de faire un master ou un diplôme universitaire aussi. On peut avoir... Non, je veux pas qu'on ne te voit pas. Parce que... Mais on ne voit pas. D'accord, ok, mais le son. Oui, par contre, il y a le son. Désactiver le son. Et on vous entend aussi. Il y a un problème de son? On vous entend très bien, Maria. Non, non, non. Ah, ok. Et donc, ah oui, je disais qu'il y a le choix de se spécialiser après. Et justement, moi, ici, à Paris, je fais une spécialisation en neurologie, mais plus pour les enfants. Donc, je fais un diplôme universitaire en neuropédiatrie et j'ai beaucoup travaillé dans ces domaines. Donc, assez vite, j'ai vu que c'était la neuro qui m'intéressait. Du coup, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants qui avaient des problèmes neurologiques, mais aussi après avec des adultes. Et voilà, je suis arrivée à Sainte-Anne, à l'hôpital de Sainte-Anne. En fait, j'ai travaillé pour la première fois là-bas il y a 5 ans, mais je ne suis pas fixe, je fais des remplacements, mais je vais très souvent. Du coup, je connais très bien les services. Je vais depuis 5 ans et là, c'est cette dernière mission, on va dire, parce que je fais voilà, des missions de remplacement. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis. Et voilà. Après, je voulais vous demander, Maria, quels sont, voilà, dans le quotidien, dans la vie de votre métier, quels sont les gens que vous soignez? Qui sont les... Bon, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait des patients très, très différents. Oui, c'est vrai que donc, à Sainte-Anne, du coup, moi, je travaille dans les services qui s'appellent MPR, donc c'est médecine physique et réadaptation, et on fait de la rééducation intensive et pour des patients qui ont eu des problèmes, des accidents ou des problèmes qui touchent les systèmes nerveux. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais du coup, les systèmes nerveux central périphériques, donc c'est les cerveaux, la moelle épinière ou les nerfs, en gros. Et du coup, ces personnes, l'attente qu'ils sont peut être, comme vous dites, très variée. Il y a des personnes qui vont avoir un léger déficit, qui vont peut-être juste boiter quand ils marchent. Et après, il y a d'autres qui vont plus du tout s'élever, qui vont devoir rester au lit, qui vont pouvoir juste qui vont pas tenir leur équilibre assis, mais qui vont être obligés d'être un fauteuil roulant, poussé par quelqu'un. Donc, on voit des patients vraiment très variés et dont l'évolution aussi est très variée. Et sinon, oui, je parlais aussi un peu de... Donc, quand ils ont cet accident, on va dire, ou ces problèmes au système nerveux, ils vont avoir des répercussions, ça va avoir des répercussions sur les muscles.
Du coup, ils vont peut-être avoir des muscles qui vont plus pouvoir bouger, qui vont être ce qu'on appelle hypotoniques, donc qui vont avoir plus de tonus. Ils ne vont pas pouvoir s'en servir de ces muscles, ou bien des muscles qui vont être tout le temps contractés. Du coup, si on a un muscle qui se contracte tout le temps, je ne vais pas, peut-être si les muscles de mes jambes sont tout le temps contractés, je ne peux pas me mettre debout parce que je ne peux pas. Et quand on est debout, il faut qu'il y ait un équilibre entre les muscles. Ou bien il va y avoir la commande aussi. C'est-à-dire, moi, je vais essayer de. Moi, quand on bouge, nous, on le fait sans se rendre compte, mais en vrai, c'est un mécanisme complexe. Nous, on envoie cette intention. On a eu l'intention de faire quelque chose, de faire un geste. Je sais pas, je vais prendre mon verre. Mais du coup, avant l'intention, j'envoie, on va dire, cette information au cerveau que je vais faire ça. Et le cerveau, il envoie cette information à mon corps pour s'adapter, pour pouvoir faire les gestes des prendre sévères. Donc, pour nous, c'est quelque chose de facile, de logique. Mais il y a des personnes qui ont cette connexion, on va dire, qui est altérée, qui est perturbée. Du coup, un geste aussi simple, ça va être hyper compliqué pour eux. Ils vont plus pouvoir faire ce genre de gestes. Donc, voilà, les pathologies qu'on va voir vont être très variées, et ainsi que leur niveau de déficit. Ce qui m'a frappé beaucoup au début, quand je suis arrivée donc, dans cet espace de rééducation intensive à Saint-A, c'est quelquefois j'avais l'impression d'être dans une cour d'école maternelle, d'autres fois j'avais l'impression d'être dans un laboratoire. Il y a une quantité de matériel et d'instruments. Bon, par exemple, quand on fait de la bicyclette, il y a des écrans avec comme des jeux vidéo pour, en fait, toutes ces stimulations pour travailler. Je me suis demandé quelle importance elles avaient, comment on les découvrait, comment ça rentrait dans votre dans, dans la pratique du travail. Et parce que comme justement vous disiez que il y a des malades pour qui les gestes très simples ne sont plus possibles, comment on apprend d'une certaine façon à les rééduquer, à les stimuler par des choses qui sont comme des jeux. Mm-hmm. Oui, c'est vrai que oui, on a beaucoup de Peut-être pas matériel. toujours, hein. Oui. Ouais, ça me fait. C'est intéressant que vous dites que c'est comme une cour d'école. Donc, par rapport oui, parce qu'on a des ballons, on a oui, des raquettes, oui, on a plein de matériels. Du coup, oui, on utilise, bien sûr, on utilise beaucoup de matériel. Ça nous simplifie ça nous simplifie la tâche parce que, je sais pas, souvent, c'est plus intéressant de dire à un patient de venir attraper un objet que de venir que s'il n'y a pas d'objet, de lui dire venez toucher ici alors qu'il n'y a rien. Oui, on s'en sert les matériels pour leur donner des tâches à faire qui stimulent un peu la vie. Par exemple, quand je vais dire au patient de venir chercher un plot qui est loin, c'est parce que peut-être à la maison, il va être, à un moment donné, la personne va être dans la cuisine, il va avoir besoin d'attraper, je sais pas, une cuillère qui est loin. Du coup, voilà, on essaie de faire des gestes qui reproduisent un peu les gestes de la vie quotidienne, mais avec du matériel, voilà, avec d'autres matériels qu'on utilise. Après, ça va jamais remplacer notre travail. C'est vrai que les matériels que j'utilise, nous, on s'en sert pour faire des choses aux patients, mais ça pourra jamais, on pourra jamais créer, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail enfin, il y a beaucoup de métiers on a l'impression que des gens vont se remplacer par des machines ou quoi, mais c'est vrai que les métiers de kiné, je pense que jamais on pourrait le remplacer pour un appareil ou une machine. Mais c'est vrai qu'il y a des objets qui nous aident. Ou, je ne sais pas, pour des patients qui ont du mal à se déplacer. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a un système de... c'est comme un gros déambulateur, mais avec une partie aussi en haut. Et donc, les patients, on met un harnais au patient, il est suspendu. Donc, du coup, il n'a pas tous les poids de son corps.
donc, parce qu'on soulage une partie de son poids, du coup, ça lui permet de marcher avec moins de poids. Et nous aussi, les patients étaient nus, donc nous, on peut, par exemple, contrôler ses jambes. S'il n'arrive pas tout seul à avancer ses pieds, nous, on peut l'aider à avancer, l'aider à poser les talons d'abord pendant la marche. Et du coup, c'est des objets qui nous facilitent beaucoup la vie, qui nous aident, ou même, je ne sais pas si vous avez vu aussi ce qu'on appelle les stand-up. C'est un appareil aussi avec un plateau devant, où on installe les patients debout. Il est tenu un peu partout. Du coup, il peut rester debout, même si ses muscles n'ont pas les tonus, n'ont pas la force de rester debout, mais avec cet appareil, il peut rester debout. Et du coup, ça lui permet d'être dans cette posture verticale qui a beaucoup de bienfaits et qu'il n'arrive pas à faire tout seul. Donc, oui, c'est vrai que ces matériels nous aident beaucoup, nous et les patients. Et c'est très utile. Mais c'est vrai, quand on n'a pas l'habitude, je pense qu'on arrive là et on voit autour des choses qui ça peut être un peu choquant, non? Je sais pas. Et après, oui, après, on utilise aussi, enfin, il n'y a pas que les objets ou les appareils qu'on utilise. Il y a aussi, on s'en sert des plusieurs techniques ou choses, je sais pas. J'utilise beaucoup la danse dans mes séances. Et je pense qu'on n'avait pas trop dansé ensemble. Mais il y a des patients qui adore ça. Donc, actuellement, par exemple, j'ai une patiente qui aime beaucoup la danse. Et donc, elle a des problèmes d'équilibre. Il faut qu'on travaille l'équilibre. Du coup, des fois, je lui propose un exercice, mais elle va avoir peur parce qu'elle sait qu'on est dans une situation où il faut qu'elle tienne l'équilibre, que je la. C'est un peu une situation de test ou je ne sais pas. Par contre, on met la musique et elle se laisse complètement porter. Du coup, je lui proposais de faire des pas, on va faire des pas ensemble. Et là, elle oublie. C'est un peu comme si elle oubliait son problème. Elle se laisse porter par la musique et c'est des résultats vraiment incroyables. Donc, voilà, ou bien on passe par des sports, je sais pas. J'avais un patient aussi qui adore les ping-pong. Du coup, on faisait du ping-pong et dans toutes ces genres de pratiques, c'est très complet parce que dans les ping-pong, on travaille la coordination parce qu'il faut faire attention à la balle qui arrive, il faut avec la main venir chercher, il faut se déplacer. Donc voilà, c'est vraiment les moyens et les techniques qu'on peut utiliser sont vraiment très, très variés. Et donc, c'est très intéressant de s'adapter aux patients. Et c'est pour ça que c'est super important quand on fait le bilan du patient de savoir c'est quoi ses loisirs, c'est quoi ses intérêts pour pouvoir s'adapter à chacun. Alors, vous avez employé le mot à propos de la danse qu'ils oubliaient. Alors, une chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que, donc justement, bon, la première fois que je suis arrivée, j'ai été frappée par le fait de gens qui étaient très, très handicapés et de cette patience et de cette ténacité, en même temps de cette grande gentillesse et douceur pour faire des gestes extrêmement simples qu'un patient ne pouvait plus faire, déplacer la main, bouger le pied, etc. Et donc, en fait, j'avais une question. Très souvent, quand on est touché par la maladie ou par un accident, il y a beaucoup de choses dont on perd l'usage et on peut beaucoup vivre avec le fait avant je savais faire ça, avant je pouvais courir, avant je pouvais porter, avant je pouvais, etc. Et je me suis demandé comment vous aviez un rapport avec cette attitude du patient qui est un peu dans une... Moi, les premières choses que j'ai éprouvées dans la kiné, c'était l'échec, que j'arrivais plus à faire, que j'étais toujours des choses très, très simples, situation d'échec pour des choses d'une banalité, d'une simplicité. Et donc, dans ce travail, je me suis demandé comment est-ce que vous arriviez à aider les patients à ne plus être tournés vers le passé, vers cette attitude de autrefois je pouvais faire ça, maintenant je ne peux plus le faire,
mais une attitude qui est tournée vers le futur. Comment est-ce qu'on peut renverser cette position? Je ne sais pas si je m'explique. Oui, oui, oui. Oui, en fait, on va accompagner les patients dans leur procès et c'est sûr que des fois, c'est dur parce que, comme vous dites, voilà, des actions qui ont été très simples pour nous deviennent très compliquées. Du coup, on va les rééduquer, mais surtout, on va être là pour les accompagner, pour les écouter, pour les soutenir. Mais c'est vrai que, et c'est intéressant que vous me dites, vous sentiez un échec tout le temps parce que, et en fait, ça, il y a beaucoup de patients qui le vivent, mais parce que, et là, on explique, ce qu'on explique souvent, c'est que, en fait, nous, en rééducation, comme kiné, on va mettre les patients face à ces difficultés. Parce que c'est ça qui va leur aider à progresser. Et parce que quand il y a quelque chose qui est acquis, il n'y a plus d'intérêt à continuer à le travailler puisque c'est bon. Du coup, quand quelque chose est acquis, on va chercher autre chose qui va être difficile pour les patients. Du coup, mais c'est trop constamment, comme vous dites, c'est en échec, mais parce que constamment, on va leur mettre face à ces choses qui sont difficiles pour eux. Et donc, en effet, ça peut être vécu d'une manière très frustrante pour les patients. Mais récemment, j'ai pensé à mes patients parce que, bon, je suis en train d'apprendre à faire des... Ça me vient à la tête. Je suis en train d'apprendre à faire des rollers parce que c'était mon rêve depuis petite, j'ai jamais fait. Mais bon, c'est vrai qu'apprendre à faire des rollers quand tu as 30 et quelques, c'est pas facile. Du coup, j'ai pas donc, mais j'ai très envie d'apprendre, du coup. Et voilà, donc je mets mes rollers, mais au début, j'avais du mal à tenir debout déjà. Donc, c'était, voilà, et juste le fait de rester debout, je n'avais pas. Après, bon, debout, ça va. Donc, maintenant, il faut que je me déplace. Mais je me déplace, je me tiens à un mur ou je me tiens à une barrière. Donc, je me déplace en me tenant à la barrière. Et c'est difficile, mais petit à petit, bon, j'arrive. Donc là, ça, c'est bon. Donc, encore plus difficile, j'essaie de me déplacer et de lâcher la barrière. Et je lâche la barrière et je tombe. Et je tombe. Et je tombe énormément de fois. Jusqu'à ce qu'à un moment, voilà, je peux lâcher la barrière et je peux avancer. Mais avant d'arriver là, on a envie de lâcher parce que quand on a tombé 5 fois, et quand on est tombé plein de fois et qu'on s'est dit mais quel intérêt, mais en fait, non. Donc, je sais pas, en ayant cet apprentissage, j'ai beaucoup pensé à mes patients et beaucoup de moments, je me suis dit, OK, je comprends maintenant ce qu'ils sont parce que on répète, on répète, on répète. Et, et c'est vrai qu'on a envie de lâcher beaucoup de fois. On s'est frustré, mais bon, voilà, on est là pour les encourager. Des fois, il faut qu'on répète la même chose beaucoup de fois. Mais c'est pas grave parce que, voilà, l'objectif, c'est qu'il soit là, qu'il soit avec nous, essayer d'obtenir des choses et la plupart des temps, ça marche. Donc, c'est très encourageant pour nous aussi. Alors, une chose, on retourne à ce qu'on disait tout à l'heure, comme vous disiez, de toute façon, les moyens techniques ne remplaceront jamais notre métier. Et pour moi, c'était vraiment, c'est une expérience qui est très relationnelle. Et effectivement, il faut beaucoup répéter, recommencer, avoir beaucoup de patience. Et on parle des patients, mais enfin, plusieurs fois, je me suis demandé aussi, vous, comment vous viviez cette patience. C'est-à-dire ce fait parce que très souvent, vous faites les exercices avec nous, vous nous les montrez, et bon, par exemple, moi, j'ai fait un séjour de 8-10 semaines à Sainte-Anne, mais pour vous, c'est toute l'année et
une fois que je suis partie, il y a un autre patient, puis après encore un autre. Donc, qu'est-ce qui vous donne à vous la patience? Puis je pense aussi, chacun est très différent. Donc, comment vous tenez vous aussi? Ouais. Non, c'est vrai que la passion, c'est une qualité qui est nécessaire quand on fait ce métier. Si on n'est pas patient, je pense que c'est très, très difficile. Parce que, oui, déjà, ben, j'ai parlé de ça tout à l'heure, il y a des patients qui vont avoir des troubles associés, pas seulement un problème ou un handicap à niveau moteur, à niveau physique, mais qui vont avoir, par exemple, des troubles de la mémoire ou des troubles de l'attention. Et du coup, ils vont être là et ça va être très difficile de leur canaliser dans la tâche. Et du coup, il va falloir répéter, répéter, répéter la consigne. Et ça demande une très grande patience de notre part, c'est sûr. Ou bien des patients qui vont avoir des troubles de la mémoire. Donc, pareil, on leur propose une tâche, un exercice à faire, mais 2 secondes après, ils vont oublier. Du coup, il faut recommencer. Et donc, c'est vrai que c'est sûr que ça nous demande beaucoup de patience. Après, c'est sûr que pour nous, des fois, enfin, pour moi personnellement, il y a des jours aussi c'est dur parce que c'est normal. Mais je pense que tout le monde est pareil, non? Il y a des jours où on est un peu plus fatigué, où on a un peu moins envie et, et ça va être un peu plus dur aussi en fonction de... Parce que des fois, on a des patients qui peuvent réveiller en nous aussi des choses compliquées ou qui sont proches de notre âge ou qui nous font penser à quelqu'un de notre famille qui a eu la même maladie ou les mêmes. Donc, oui, des fois, c'est difficile, mais voilà, en général, si on a choisi ce métier, c'est parce que on aime. De toute façon, si on n'aime pas ça, on ne peut pas le faire longtemps. Et si on l'a choisi aussi, c'est parce qu'on a cette patience. Et aussi, j'aime bien le fait de dire que si nous, on est patient avec la personne à qui on soigne, on va lui montrer aussi, on lui donner exemple que la patience peut nous faire obtenir des choses. Parce que sinon, on va être en train de presser les patients, ça serait illogique. Ça irait contre, parce qu'on sait que leur maladie, leur déficit, que ça prend du temps, qu'il faut beaucoup répéter des gestes, qu'il faut, et que ça ne vient pas tout de suite. Aussi, nous, en étant patient, qu'on montre à la personne qu'on soigne qu'il faut être patient pour pouvoir réussir, pour pouvoir progresser. Donc, je pense que c'est fondamental d'être patient, c'est très important. Il y a une autre chose que j'ai découverte dans le travail à l'hôpital, c'est ça demande d'être très attentif à son corps. Mm-hmm. Vous nous éduquez à faire, enfin moi ça m'a servi à ça, à faire attention à des choses de mon corps. Je dirais quand on a la santé que tout va bien, c'est escompté, ça marche tout seul, on s'en occupe pas. Et j'ai aussi eu le sentiment que, je ne sais pas comment expliquer, mais que quelquefois, c'était comme si les kinésithérapeutes ou les soignants étaient plus attentifs, tenaient plus à nous que des fois, moi, ce dont j'avais le sentiment de tenir ou d'être attentif à moi-même. Mm. Et je dirais que je voulais poser une question sur pourquoi c'est important d'avoir cette attention et comment ça s'éduque, d'être beaucoup plus attentif et comment c'est pas une chose accessoire, c'est pas. J'ai le sentiment que ça touchait toute la personne parce que, par exemple, je me suis aperçue pour moi-même que la question de l'attention, c'était quelque chose pour lequel moi j'étais déficiente, c'est-à-dire le
le fait de ne pas penser à 3 choses à la fois quand on fait une chose, ou d'attacher de l'importance à ce qu'on est en train de faire. Ou... En fait, ça paraît des petits détails, mais je me suis rendu compte que ça touchait des choses beaucoup plus globales et beaucoup plus générales dans le rapport avec les autres, dans le rapport avec la vie, dans le rapport avec la réalité, et que ce n'était pas insignifiant. Et donc, il m'a semblé que d'une part, je suis un peu émerveillée peut-être d'une autre façon que pour les médecins, la façon dont les kinésithérapeutes arrivent à connaître le corps, peut-être parce que moi aussi, dans ma formation, j'ai fait des études d'anatomie, donc savoir un peu toutes les parties du corps, comment ça fonctionne, mais c'est une connaissance, la vôtre, qui est beaucoup plus profonde que celle qu'on fait dans des études artistiques, et aussi comment on arrive à comprendre, je ne sais pas, intervenir sur le corps de l'autre et à l'éduquer justement dans cette perception qu'il a de lui-même, cette intention qu'il a de lui-même, lui apprendre des gestes ou des attentions auxquelles il ne pense pas, ou qu'il ne valorise pas, ou qu'il ne reconnaît pas. Ou peut-être aussi que, oui, apprendre des choses. Maintenant, quand il y a une maladie, quand il y a un handicap, c'est pas si... Oui, c'est... Oui, c'est pas un geste qui va venir tout seul, mais qu'il faut réapprendre. Non, je sais pas si vous voulez... Si vous faites compte qu'il y a beaucoup de personnes qui donnent la perception de leur propre corps est très altérée. Et non seulement des patients qui ont des personnes qui ont des pathologies, mais en général. Et, mais du coup, nous, pour nos patients, ben oui, c'est un travail très important de leur faire prendre conscience de leur corps, de leurs capacités, de leurs limites. Et vous disiez, par exemple, les faits de faire 2 choses à la fois, c'est ce qu'on appelle en neuro la double tâche. Donc, oui, c'est vrai que dans certaines pathologies, c'est très difficile. Pour la personne, ça va être très difficile de marcher et de parler en même temps, quelque chose qui est pour nous est facile, enfin, quoi, quand il n'y a pas de problème et quelque chose de logique, mais voilà, il va y avoir des patients pour lesquels faire ça va être très, très difficile. Du coup, c'est aussi une éducation pour les patients de se rendre compte que, en fait, là, s'il marche en même temps qu'il est en train de me parler, ou qu'il regarde ailleurs, il risque de perdre l'équilibre, il risque de tomber. Du coup, c'est toute une éducation de dire, bah, du coup, OK, quand vous êtes en train de marcher, de vous déplacer, et que vous voulez regarder ailleurs, alors vous arrêtez, vous regardez. Mais peut-être que nous, on voit mieux cette mise en danger de l'extérieur, et que pour les patients n'est pas évident, mais bon, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Voilà, et donc il y a une éducation à faire aussi aux patients de ces côtés. Il y a une autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que, bon, j'allais avant chez un kinésithérapeute, mais quand je suis allée à Sainte-Anne, il y avait plusieurs kinésithérapeutes, il y avait des ergothérapeutes, il y avait des orthophonistes, et en même temps, je dirais pas seulement les soignants, mais depuis le bureau où on arrive jusqu'au moment où on sort, il y a un climat, tout le monde se dit bonjour, et on sent qu'il y a un fonctionnement de tout le monde ensemble
il y a quelque chose, bon, on ne sait pas trop, mais on perçoit quelque chose qui, c'est une équipe. On a peut-être affaire seulement avec une personne ou une autre, mais on sent qu'on est à l'intérieur d'une équipe et qu'il y a un climat, que moi j'ai senti très, très bénéfique pour justement pour toute la difficulté du travail à faire. Il n'y a pas de stress, on ne court pas. Bon. Donc, je voulais vous poser un peu une question parce que ça m'a renvoyé à ma propre expérience professionnelle de l'importance et du goût de travailler en équipe, de travailler avec d'autres, qui est une complémentarité, qui est avec toutes les différences qu'il y a forcément. Donc, je voulais vous poser une question. Comment ça se passe pour vous aussi, cette expérience de fonctionner avec une équipe? Oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà dit ça. Ils m'ont dit qu'ils perçoivent une très bonne ambiance dans notre service à Sainte-Anne. C'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup d'hôpitaux, dans beaucoup de centres, mais j'ai jamais trouvé une équipe aussi bien qu'à Sainte-Anne. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial. Même une stagiaire orthophoniste, aujourd'hui même, elle me disait, ah non, mais ici, l'équipe est vraiment formidable. On sent que vous s'entendez très bien et tout ça. Et moi, ça me fait plaisir parce que c'est super important. Pour moi, je ne conçois pas travailler avec ces genres des patients sans être en équipe. En fait, pour moi, ça ne serait pas possible. Et on voit on a beaucoup de réunions, par exemple à Sainte-Anne, où déjà quand un patient va arriver ou arrive, on a une première réunion avec les médecins, avec les orthophonistes, les ergots, avec les intervenants qui vont voir ces patients pour fixer les objectifs ensemble. Du coup, on a vu déjà les patients quelques fois, on a commencé les bilans initiaux qu'on fait pour voir un peu les points faibles, ce qu'il faut travailler. Et on s'est réunis tous une première fois pour fixer les objectifs de la rééducation. Et après ça, on va avoir des réunions au bout d'un certain temps pour parler du progrès du patient, qui est aussi super important. Donc oui, on va dire où on en est, chaque corps de métier avec les patients et si on a des difficultés, est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait changer, qu'il faudrait travailler autrement. Aussi, ça nous sert, je ne sais pas, des fois, si on a des difficultés pour travailler avec un patient, on ne sait pas comment l'aborder, tout ça, on va s'aider. Ce qu'on fait aussi avec mes collègues kinés, des fois, on parle beaucoup entre nous aussi. Parce que y a ce patient, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée, ou peut-être je vais voir ma collègue qui a une difficulté. Des fois, je lui dis, ah bah tiens, tu pourrais faire ça, essayer ça pour cette patient. Et c'est quelque chose de basique. Et ou même ça nous arrive des fois de faire des séances en binôme. Moi, je travaille souvent avec les ergothérapeutes aussi. Ou avec les orthophonistes. Par exemple, je ne sais pas, il y a des patients un patient qui ne va pas bien tenir assis, sa tête ne va pas être bien positionnée, il ne va pas bien tenir. Et du coup, l'orthophoniste va avoir des problèmes pour rééduquer sa déglutition ou pour stimuler les paroles ou je ne sais pas quoi. Et du coup, peut-être je vais installer les patients dans une table où il va pouvoir être verticalisé, où on va mettre quelque chose pour tenir. Et donc, je l'installe dans ma salle et en même temps, il y a l'orthophoniste qui vient et du coup, on va travailler ensemble. Donc, moi, je stimule pour qu'il reste debout, pour qu'il reste assis ou quoi, et pour qu'il tienne bien. Et l'orthophoniste qui est là pour stimuler la déglutition ou la parole. Pareil avec les ergothérapeutes. On fait, pour vous, on n'a pas fait, mais il y a des patients pour lesquels on fait des visites à domicile. Du coup, avant que les patients sortent chez lui, si les projets, c'est qu'il rentre à la maison.
on va voir comment est sa maison pour voir s'il y a des adaptations à faire. Parce que souvent, on fait ça avec les patients qui sont hospitalisés. Mais ça peut être aussi par les patients qui viennent en hôpital des jours, comme c'était votre cas. Et du coup, on va aller avec l'ergothérapeute ensemble à la maison pour voir, et avec les patients, bien sûr, pour voir est-ce qu'il y a des choses qui sont difficiles chez lui maintenant? S'il a des marches, est-ce qu'il peut monter les marches pour accéder à sa maison? Est-ce qu'il peut se déplacer jusqu'aux toilettes? Est-ce qu'il peut rentrer dans la baignoire ou dans la douche? Et ensemble, on va réfléchir. Alors, il faut faire ces adaptations. Il faut mettre une barre d'appui là. Il faut mettre un réhausseur dans les toilettes parce que les patients ne peuvent pas s'asseoir et se lever après. Et du coup, ces choses-là, cette réflexion-là, il est très important que ça soit fait en équipe parce que l'ergo ou l'ortho vont voir des choses sur les patients que moi, je ne vais pas voir, ou à l'inverse. Du coup, c'est comme les patients, c'est une globalité, je ne sais pas, on a besoin de tous ces regards pour l'aider à progresser, pour l'aider à continuer. J'ai envie peut-être de poser une question un peu bateau pour finir. Qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qui est le plus gratifiant, le plus plaisant, le plus enthousiasmant dans votre travail? Alors, le plus difficile, je commence comme ça, après on finit avec les plus gratifiants. Je ne sais pas, les plus difficiles, ça va être des fois, oui, pour moi, je pense que le plus difficile, c'est quand il y a des patients qui ne sont pas motivés, pour lesquels il faut tout le temps lutter pour leur donner. Oui, c'est surtout la manque de motivation. Je pense que le plus difficile pour moi, et surtout quand ça dure, parce que c'est normal qu'à des moments, ben, les patients se démotivent parce que, comme je disais tout à l'heure, on va leur mettre tout le temps face aux échecs. Donc, mais quand c'est une manque de motivation qui dure et qu'on doit vraiment donner beaucoup, beaucoup, beaucoup pour obtenir très, très peu, c'est vrai qu'à long terme, ça peut être un peu fatigant, un peu dur pour moi, un peu difficile. Et sinon, par rapport aux aspects gratifiants, ben, il y en a plein et c'est plus important que les aspects décourageants. Du coup, c'est pour ça, je pense que je continue à faire ce métier. Et des fois, ben, on sent qu'on aide les personnes, et on voit vraiment quand on peut faire que leur vie soit mieux, même si c'est pour une petite chose, ça vraiment, c'est vraiment très, très gratifiant. Vraiment. C'est de sentir qu'on les aide, de voir qu'on fait que leur vie soit meilleure, qu'on peut leur faire être plus autonomes, que ça, quand on le voit nous et quand les patients aussi le voient et que ils nous disent aussi que, pas pour nous remercier ou quoi, mais quand ils nous disent, ah ben là, j'ai été capable, je n'arrivais pas et j'ai pu faire ça. Donc là, oui, c'est vraiment, c'est ce qui donne sens à notre métier. Merci beaucoup, Maria. Alors, je pense qu'on peut poser des questions. Je commence moi-même par une question et puis après, qui veut ouvre son micro. Je voudrais revenir sur ce que demandait Marie-Michel sur les instruments techniques de la rééducation. Je voulais vous demander, mais est-ce qu'on peut penser à une rééducation qui soit en quelque sorte automatisée, je sais pas, des stimulations électriques qui arrivent à rééduquer la personne, ou bien il faut toujours passer par la liberté, par le cerveau en quelque sorte, par le courage, par le dépassement de soi-même. Donc il faut toujours un effort quelque part. Quand vous dites stimulation électrique, c'est vrai qu'il y a des appareils je ne sais pas si c'était votre expérience, si vous avez vu un kiné, mais il existe des appareils qui permettent la contraction du muscle. Mais ça ne suffit pas parce que, en vrai, ça peut nous aider.
mais c'est une rééducation plus profonde parce que vraiment, il faut rééduquer, enfin, au fond, on va rééduquer les cerveaux. Mais là, ça me fait penser à quelque chose qui est très intéressant, que je ne sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler de la plasticité neuronale ou la plasticité cérébrale. Du coup, c'est quand on perd une fonction, on l'entendait beaucoup pour les enfants en pédiatrie. Mais du coup, c'est une partie du cerveau qui est lésée, qui marche plus. Mais on va pouvoir faire qu'une autre partie du cerveau prenne cette fonction, prenne cette place. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Et donc, en faisant des répétitions, en répétant un geste, en répétant un geste, voilà, on va réintégrer peut-être une autre façon de faire qui n'était pas l'original, mais on va activer d'autres voies qui vont nous permettre de réaliser ces gestes, peut-être un peu différents à comme on le réalisait avant d'avoir cette leçon, mais ça, c'est possible. Et avec une machine externe, ça ne pourrait pas se faire qu'avec une machine externe. Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours besoin d'une personne pour accompagner, motiver. Voilà. Merci. Quelqu'un veut ouvrir son micro ou je continue? Oui, Marie-Agnès. Donc, en vous entendant parler, je me disais que il y a quelque chose où vous êtes obligatoirement attentive au corps dans un aspect mécanique, on va dire. En même temps, j'ai compris que les personnes que vous accompagnez, vous les accompagnez longtemps. Et donc, la question que je me pose un peu, c'est entre accompagner le corps d'une personne et accompagner cette personne en entier. C'est-à-dire que votre métier vous oblige à regarder avant tout la mécanique du corps. Et en même temps, on imagine bien qu'il y a une interaction avec la personne. En même temps, les gens défilent. Vous avez plusieurs patients chaque jour. Enfin voilà, un petit peu ce regard sur le corps et sur la personne en entier, quoi. Comment vous y arrivez, quoi. Non, c'est sûr qu'on voit la personne comme une globalité, et bien sûr qu'on ne voit pas que les corps. Et avant tout, je pense, il faut créer une relation de confiance, qu'il y ait des échanges fluides et aussi créer un climat où, parce que si la personne ne nous fait pas confiance, s'il n'y a pas une bonne relation, on ne pourra pas, ça va être très difficile, hein. Des fois, ça peut arriver, on peut avoir, il y a des personnes avec lesquelles, je ne sais pas, il n'y a pas un bon contact, il y a pas ça peut nous arriver des fois de dire à un collègue, non, ça passe pas avec cette personne, soit par la part du patient ou par la partie du thérapeute. Et à ce moment-là, c'est peut-être, on change, c'est un autre kiné qui va prendre en charge cette personne. Mais bon, pour répondre à votre question, c'est vrai qu'on va voir la personne dans sa globalité. C'est super important et on ne va pas réduire sa relation juste avec les corps. Et parce que de toute façon, on sait que les mentales, l'état psychologique de la personne va être super important parce que même sur une personne qui a plus de capacités, si elle n'a pas envie de les faire ou elle n'est pas en situation, pas que envie, parce que des fois, on ne se sent pas capable parce que on a d'autres problèmes associés, on a d'autres choses qui nous empêchent d'être en séance et d'être pressant, d'agir, on va dire. Enfin, ça ne sera pas possible. Du coup, il faut prendre en compte pas seulement les corps de la personne, mais la personne dans sa globalité. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Alors, je voulais encore vous demander, vous avez commencé la soirée en disant que dès que quand vous étiez encore toute jeune, vous avez été attirée par les personnes en difficulté.
et je voudrais comprendre, mais vous ne vous fatiguez pas de continuellement de rencontrer la douleur, la limite. Vous avez parlé de neuropédiatrie. J'imagine que chez les enfants, c'est encore plus douloureux de voir, de voir des jeunes enfants qui probablement resteront atteints pendant toute leur vie. Qu'est-ce qui vous permet, vous, de recommencer, de ne pas vous arrêter justement à la douleur? Non, et je ne vous cache pas, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des jours où c'est dur, bien sûr. Et j'en parle souvent avec mes collègues et pour tout le monde, hein, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, ça dépend aussi voilà, des patients. Je sais que l'année dernière, à un moment donné, je voyais beaucoup de patients qui avaient mon âge et qui étaient très gravement handicapés. Et, et du coup, j'ai pensé à eux le soir, des fois j'ai rêvé d'eux, et du coup, oui, c'est des moments où c'est difficile. Mais malgré tout, c'est quelque chose que j'aime. Du coup, on sait que c'est comme la vie même. Il y a des moments, nous, dans la vie, où on va être un peu moins bien que d'autres, mais après, quand c'est quelque chose qu'on aime. Sinon, par rapport à la pédiatrie, justement, aux enfants, moi j'aime beaucoup travailler avec des enfants. Et c'est surprenant parce que souvent, les gens me disent, ah, mais de travailler avec des enfants qu'on sait peut-être qu'ils vont jamais pouvoir marcher ou jamais avoir une vie comme les autres. Et en vrai, c'est vraiment surprenant parce que moi, mon expérience avec les enfants, c'est que quoi qu'il arrive, ils vont toujours avoir la joie de vivre. Mais vraiment. Et ils ont une capacité à s'adapter qui est incroyable. Du coup, vraiment, j'ai beaucoup appris des enfants. euh, Ils vont vivre, s'adapter à la maladie très souvent, même plus facilement que des adultes. Des fois, des enfants qui sont nés déjà handicapés ou même des enfants qui ont eu un handicap plus tard, c'est vraiment incroyable leur capacité d'adaptation. Et moi, ça me surprend et c'est quelque chose que j'adore, vraiment. Après, mais bon, quand on travaille en pédiatrie, c'est souvent les parents avec qui on doit travailler aussi. Et c'est le suivant qui la vit moins bien. Du coup, c'est parents donc il est très important de les soutenir, d'être là. Mais après, ça rentre en jeu d'une prise en charge par des collègues psychologues euh, mais les enfants eux-mêmes, c'est vraiment surprenant. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Alors peut-être que je reviens encore sur un autre thème que vous avez cité plusieurs fois. Vous avez parlé de l'importance de mettre les patients devant leur échec et vous avez parlé de mise en danger aussi, etc. Comme si c'était vraiment une possibilité de pouvoir faire un pas supplémentaire, de comprendre quelque chose de soi et de grandir. Ça me semble très contraire à la mentalité qu'il y a aujourd'hui dans la société, où on pense qu'il faut trouver notre zone de confort, arriver là où faire ce que l'on peut seulement, et surtout où on pense toujours que nous, on est déjà bien et que ce sont les autres qui doivent s'adapter à moi. Et là, vous nous poussez, et ça, je pense, c'est une leçon pour nous tous aussi, peut-être, hein, de quitter cette zone de confort pour pouvoir faire un pas supplémentaire, pour comprendre de nouvelles choses. Je voudrais juste comprendre si c'est spécifique à votre travail, ça, ou si c'est quelque chose que vous avez rencontré aussi dans la vie comme une possibilité de comprendre de nouvelles choses. Alors moi-même, j'aime bien me former, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, j'aime bien dans ma vie privée, oui, j'adore apprendre, je sais pas, des danses ou lire. Euh, mais par rapport à mes patients, c'est vrai que
en général, même si pour eux, des fois, ça va être dur, mais c'est des personnes qui vont vouloir progresser, qui vont vouloir, parce que leur objectif va être de pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, de pouvoir être le plus autonome possible. Donc, ils vont avoir une stimulation qui va leur faire vouloir travailler, vouloir participer à la rééducation. Ça n'empêche que des fois, ça va être dur pour eux, mais ils vont avoir une motivation qui va leur aider à tenir. Parce que je pense que si cette motivation n'était pas là, et on les voit, malheureusement, on les voit des fois par des patients qui sont vraiment très handicapés, qui choisissent pas vraiment être là, mais que ils sont pas les choix, parce qu'ils pourraient pas, par leurs moyens, rentrer chez eux ou aller ailleurs parce qu'ils ont besoin des personnes à côté pour tous les soins et pour survivre. Du coup, oui, c'est vrai que des fois, je me pose la question sur ces patients pour, pour lesquels nous, on lutte pour qu'ils restent en vie. Mais c'est vrai que des fois, ils veulent plus. Ils ont envie de tout lâcher. Et donc, pour ces patients, c'est difficile. Mais bon, après, ça rentre en jeu une éthique enfin, où on ne peut pas décider. Il y a des choses qui rentrent en jeu là, mais de toute façon, pour ces personnes et là j'ai en tête un patient qui vraiment, on voit qu'il a vraiment pas envie. Du coup, c'est difficile. La prise en charge est difficile. Donc, ça, c'est pour les patients qui sont vraiment très, très dépendants. Après, pour les patients qui les sont moins, du coup, eux-mêmes, ils vont avoir une motivation parce que finalement, ce qu'on cherche, ça va être avoir le plus d'autonomie possible. Et les patients même va désirer ça parce qu'il va vouloir pouvoir se déplacer par lui-même, pouvoir se déplacer jusqu'aux toilettes. Il n'a pas envie vraiment d'être aidé pour tout, ou c'est rare qu'il y ait des personnes qui ont envie qu'on fasse tout à leur place. Au contraire, ils vont avoir envie de pouvoir être les plus autonomes possible et ça va leur donner justement pour travailler, même si des fois, comme j'ai dit, c'est pas facile parce qu'ils ne se retrouvent pas ces difficultés, mais ils vont avoir quand même une motivation de base pour le faire. Je peux réintervenir, Jean? Bien sûr. Voilà. Parce que par rapport à ce que vient de dire Maria, je voulais simplement souligner le fait que quelqu'un d'autre veuille, parce que des fois, tu peux être devant le fait que quelqu'un ne veut plus faire l'effort, ne veut plus, n'y croit plus, n'a plus envie. Le fait que quelqu'un d'autre le veuille pour toi, l'attende de toi, te le demande, et ça, c'est bien plus large dans la vie. C'est très, très important. C'est-à-dire, c'est vrai que personnellement, de temps en temps, tu peux, par exemple, pour moi-même, j'avais l'idée, comme j'ai une maladie dégénérative, que de toute façon, ça ne s'améliorerait pas. C'est de pire en pire. Donc, on pouvait seulement ralentir le processus. Mais, par exemple, je n'avais pas l'idée que je pouvais progresser. Alors, je n'ouvrais pas ce champ-là. Alors, ce n'est pas forcément ce que tu imagines ou tu l'imagines, mais ce que je veux dire, c'est que comme j'ai appris beaucoup dans tout mon parcours, le fait de devoir beaucoup plus demander aux autres, m'appuyer sur les autres, je fais cette expérience de à quel point on a besoin d'être accompagné, on a besoin de demander de l'aide, on a besoin de... Et donc, en particulier, ce que dit Maria, c'est, je trouve que quelqu'un d'autre veuille pour toi, là où toi, tu décroches, c'est une chose qui est très importante. Et ça ne touche pas seulement le fait de faire 3 pas plutôt que d'en faire un.
Vous voulez peut-être commenter, Maria, vous êtes d'accord avec ce rôle important que vous avez de croire parfois plus dans le patient que le patient lui-même? Oui, c'est sûr que des fois, pas que nous, la famille du patient, l'entourage est super important. Et justement, des fois, peut-être la personne c'est un peu dur à niveau du moral, mais l'effet d'entendre autour, bah, le fait d'être soutenu bah, je pense que oui, en effet, c'est très important. Hein. Ça va des fois motiver la propre personne à vouloir aller plus loin parce que peut-être les autres attendent de lui quelque chose et ça va être stimulant pour la personne. Bien sûr. Merci. Est-ce que quelqu'un veut encore poser une question? Ou sinon, ça fait maintenant plus d'une heure que nous sommes là, donc nous allons pouvoir conclure, je pense. Moi, je voudrais conclure avec 2 remerciements à Maria. Un, d'avoir accompagné notre amie Marie-Michel aussi bien, de l'avoir touchée aussi pour que ça devienne pour elle une expérience, pas seulement de rééducation physique, mais de rééducation aussi de sa personne en elle-même. Donc, ça, c'est très chouette. Mais aussi pour votre positivité, en fait, avec laquelle vous regardez les choses, comme s'il y avait toujours quelque chose de beau à regarder chez les personnes, même là où il y a la limite, où il y a la difficulté et où il y a la maladie. Et donc, je pense qu'avec ça, on peut rester tous, on peut garder cette leçon-là de regarder la vie en y cherchant toujours la beauté et la possibilité de grandir. Voilà. Merci pour nous avoir partagé ça alors, ce soir. Merci beaucoup à vous. Bien, je pense qu'on peut arrêter le live alors. Et là. C'est fait. Merci beaucoup. Ouais.